L'idée en éditant ce manuscrit était de rendre justice à cette pauvre Marie-Louise qui a toujours été considérée comme une princesse un peu sotte, qui n'était pas digne de Napoléon, qui l'avait laissé tomber au pire moment de son histoire. Et finalement, en me mettant à l'éditer, en recherchant un petit peu les sources complémentaires qui pouvaient éclairer l'histoire de ce journal, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. En rééditant au fil des pages, j'ai pu ainsi retrouver petit à petit le personnage de Marie-Louise et me plonger dans la façon qu'elle avait de se confier au quotidien. C'est-à-dire que ce n'était pas vraiment un journal au jour le jour, c'était d'abord des impressions notées à la volée, puis une sorte de récit un peu décousu des voyages qu'elle faisait avec Napoléon, puisque Napoléon partait toujours en voyage dans les départements, en France ou à l'étranger, que ainsi Marie-Louise pouvait le suivre, devait le suivre pour assurer en quelque sorte la représentation de la cour impériale, et elle notait ce qu'elle pensait des paysages qu'elle voyait, des monuments qu'on lui faisait visiter, des personnes qu'elle croisait. C'était souvent un peu méchant, un peu caustique. Donc on a son premier voyage juste après son mariage avec Napoléon au printemps 1810, où elle va en Hollande et on sent qu'elle est complètement perdue. Elle se demande qui sont ces gens qui l'entourent, elle ne connaît personne, elle ne comprend absolument rien à ce qui lui arrive. On sent que Napoléon lui fait encore peur d'ailleurs, elle le dit à plusieurs reprises dans son journal, qu'il hurle, qu'il n'est jamais content. Enfin, c'est quelque chose de très fort. Puis on sent petit à petit qu'elle s'habitue finalement à son rôle. Alors la seconde partie de son journal, c'est en 1813. Napoléon à ce moment lui confie la régence de l'Empire, ce qui n'est pas rien quand même. Elle s'habitue à son rôle d'impératrice, puis elle fait un second voyage officiel à peu près au moment de la bataille de Dresde, où Napoléon, c'est sa dernière grande victoire. À peu près au même moment, Marie-Louise va à Cherbourg, inaugurer les fortifications du port de Cherbourg, et là, tout le monde est absolument ébloui par la façon qu'elle a de se tenir, d'incarner vraiment la monarchie impériale. On sent qu'elle est très à l'aise dans son rôle de régente, dans son rôle de représentation, de promotion du régime impérial. Alors, on sait qu'après Napoléon rentre en France après la bataille de Leipzig, puis qu'il repart pour la campagne de France en janvier 1814, qui lui laisse à nouveau les rênes de l'Empire. Et là, la seconde régence de Marie-Louise se passe un peu moins bien, puisque la situation militaire est catastrophique. Marie-Louise est concurrencée par le lieutenant général de l'Empire, Joseph Bonaparte, par le conseil de régence, où il y a quand même beaucoup de figures de poids absolument marquantes, comme Talleyrand par exemple, qui va petit à petit changer de bord et se mettre à conspirer contre l'Empire. Elle se décide à revenir à Vienne chez son père, l'empereur François d'Autriche, et elle traverse la France. Donc elle traverse des paysages absolument dévastés. C'est un contexte absolument apocalyptique, la campagne de France. Il fait froid, il y a des cadavres partout, les villages ont été brûlés. Elle note son désespoir de n'avoir pas pu plus aider Napoléon. Elle sent qu'elle a fait une erreur de le quitter. Et effectivement, ça a été une erreur pour elle, puisque petit à petit, elle va se détacher de Napoléon. Elle va retomber sous l'influence de la cour d'Autriche, de sa famille. Elle va refuser de rejoindre Napoléon à l'île d'Elbe, et finalement elle va se trouver un amant, le comte Neilberg, et elle va complètement passer à autre chose. C'est peut-être aussi une sorte d'appel de la grande histoire. Elle sent au moment du congrès de Vienne où toute l'Europe se réunit pour reconstruire l'Empire après Napoléon, elle sent que Napoléon n'a plus sa place en Europe, qu'il n'a plus sa place parmi les souverains, et que si elle veut assurer à son fils, qui était roi de Rome, qui maintenant va être prince de Parme, si elle veut lui assurer ne serait-ce qu'un tout petit royaume, une toute petite place dans l'Europe post-napoléonienne, il faut qu'elle se détache définitivement de Napoléon. D'où sa décision finalement de couper les ponts. Donc c'est aussi ce cheminement que montre le journal, qui est celui d'une princesse un peu inexpérimentée, qui part de Vienne, qu'on lance littéralement au milieu de la cour impériale où elle ne connaît personne, où elle est absolument terrifiée à l'idée d'être mariée à Napoléon. Elle apprend à devenir une souveraine, à incarner un régime, une monarchie, et elle apprend ensuite à défendre cette idée monarchique pour son fils, non plus pour son mari, qui, elle le sait, va être hors jeu. Donc elle résonne finalement, même au sein de la cour impériale, qui est une cour entièrement neuve, elle résonne vraiment comme une vieille princesse d'une vieille dynastie européenne. C'est vraiment une expérience que de lire ce journal, et ça a aussi été une expérience pour moi de l'éditer, de me lancer un peu à la recherche des traces qu'a pu laisser Marie-Louise dans les archives françaises, dans les archives privées. Ça a été vraiment toute une expérience.
Donc j'espère que la lecture de ce journal permettra un peu de rendre justice à cette pauvre Marie-Louise et de retrouver une image un peu plus fidèle de ce que ça pouvait être que d'être mariée à Napoléon.